fërëri ba Touba yéen ah kuy Baay Faal kuy Baay Faal kuy Baay Faal kuy Baay Faal waa ma ni dukkat leen na dukkat kuy Baay Faal jógal dukkat dukkat leen na dukkat kuy Baay Faal jógal dukkat dukkat leen na dukkat kuy Baay Faal jógal dukkat mbir feeñ na Tuuba ku ko feeñal ni Seex Rafaal lamp Baabul Muridiin ma di ngeen dem waaw na ah leen na dukkat mama ma di jar na koy faal ne leen dukkat mama ma di jar na koy faal kuy murit faraw ma ne kuy murit ma ne kuy murit dégguma leen kuy murit ma Seex Rafaal kuy murit kuy Baay Faal kuy murit ba Tuuba kuy murit ma dégg leen kuy murit ko tax dirib kuy Baay Faal tax dirib soo bëggee loo fekkee faj ko yow tax dirib ñëw laa ilaaha illallaah waaye tàccu leen seen ñaari loxo ma xool waaye ana fan si Kumba Gawlo Seck yi ana pompe yi gisuma leen de gisuma leen de gisuma leen de gisuma leen ayca leen ci digg bi ayca leen 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 dukkat leen na dukkat mamba ma jar na dukkat faal sujaajatun sujaaja sujaajatun sujaaja sujaajatun sujaaja ayca ñu dem 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 sujaaja sujaajatun sujaaja baayu xalifa sujaajatun sujaaja góoro sujaajatun sujaaja sujaajatun sujaaja ayca ñu dem 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 merci dem 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 tout suma woyo feelool nga ni dama ñàkk fayda ma jaar ci di kuwaan ci ni ma ko gisee nga ni dama ñàkk kerse te woyo lool wute naa ñàkk fayda jaar ci di kuwaan itam wute naa ñàkk kerse. Sen TV, bienvenue chez vous. Passé de 49 minutes sur les antennes de Sen TV. Bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver. C'est reparti pour votre bloc d'information comme tous les soirs. Restez avec nous pour 90 minutes de direct. Ben, bonsoir. Bonsoir Amina, très heureux de retrouver les téléspectateurs. Comme d'habitude, nous sommes là pour 90 minutes direct continu et c'est pour parler de la campagne électorale. Voilà, la campagne électorale, les derniers développements, on en parle ce soir avec le docteur Malick Diop, qui est directeur de la CEPEX. Il est également membre de l'AFP, mais aussi membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et de l'autre côté, nous sommes avec M. Mbacké Gueye. Il est membre du Pencum Pur. Pencum Pur, c'est un cadre d'initiative et de réflexion du parti, mais également coordonnateur du département de Guédiawaye. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir Ben Makhtar. Et permettez-moi également aussi de saluer monsieur le docteur Malick Diop de Benno Bokk Yakaar. Voilà. Docteur, bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir Ben, bonsoir également monsieur Gueye. Merci surtout de nous avoir invités pour nous permettre de parler de choses très très intéressantes qui vont concerner les 5 prochaines années.
Tout à fait. Alors, pour vous informer, restez avec nous comme tous les soirs. Vous aurez le 19h45 et vous aurez toutes les informations issues de cette campagne électorale. Voilà, docteur, on se lance avec vous. On a vu votre candidat hier à Rufisque déclarer qu'il passe dès le premier tour et que personne ne peut l'empêcher de passer des premiers tours. Est-ce un optimisme béat, une confiance en son monde, en cette foule qui le reçoit partout, ou simplement parce qu'en face, il n'y a pas une offre programmatique à même de déboulonner Macky Sall du pouvoir? Je pense que nous avons vraiment la compilation des deux. Le premier élément qui est important, le président Macky Sall est un candidat, président de la République pendant 7 ans, qui a travaillé à mettre en œuvre des politiques publiques qui ont pu permettre au Sénégal de progresser largement sur le plan économique. Une croissance économique trouvée erratique, qui était à 1,7, qui aujourd'hui a une croissance soutenue. Sur les 4 dernières années, on a eu une croissance économique supérieure à 6%, ce qui a permis également d'avoir des éléments importants, investissement sur les infrastructures, mais également une croissance inclusive, couverture maladie universelle, bourse de sécurité familiale, PUDC, PUMA, qui ont permis aux Sénégalaises et aux Sénégalais, là où ils sont, dans les 45 départements, de pouvoir bénéficier, bien entendu, des politiques publiques en termes de mise en œuvre. Et c'est ce candidat-là qui a fait le tour du Sénégal. Et en faisant le tour du Sénégal, ce n'est pas des Sénégalais qui viennent tout simplement parce qu'il y a élection, mais c'est des Sénégalais qui viennent à la rencontre de celui qui a su être là, à l'écoute des préoccupations, qui est allé dans les coins et les recoins, qui a écouté les préoccupations des Sénégalais et qui a pu, dans la mise en œuvre, prendre en charge ces préoccupations des Sénégalais. C'est ça l'optimisme. L'optimisme est lié à ce qu'il voit, ce qu'il entend, mais également ce qu'il a fait dans le cadre des réalisations. Et je pense que c'est tout à fait objectif qu'aujourd'hui le président Macky Sall ne puisse pas douter de sa victoire. En face, effectivement, je ne vois pas d'alternative réelle en termes surtout de programme alternatif. Un programme alternatif qui puisse nous dire aujourd'hui, voici ce que vous avez fait en 7 ans, par rapport à cela, voici ce que nous proposons et qui en soi peut changer les choses dans le cadre d'un pays comme le Sénégal. Et comme on n'a pas entendu cela, je pense que les populations non plus n'ont pas eu à être convaincues par rapport à ça, d'où l'optimisme que nous avons aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle les candidats de l'opposition arrivent jusque-là à drainer de grandes foules? C'est-à-dire si vous êtes convaincu que le président Macky Sall a bien travaillé, nous avons un taux de croissance élevé, nous avons les bourses de sécurité familiale et que le président Macky Sall a réussi vraiment à répondre aux attentes des Sénégalais, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les candidats de l'opposition arrivent à mobiliser les populations? Ce n'est pas les mêmes genres de foule. Vous savez, quand vous faites une caravane, il y a peut-être la musique qui fait sortir les gens, la curiosité, beaucoup de choses, mais ce n'est pas lié réellement à des Sénégalaises et des Sénégalais qui viennent tout simplement donc parce que... Donc chez vous aussi, c'est la musique qui fait courir? Ah, du tout, du tout, du tout. Nous avons pris comme option, dans le cadre en tout cas de meetings que nous organisons, d'aller dans des zones reculées, de regrouper donc les Sénégalaises et les Sénégalais qui font de la politique, qui ne font pas de la politique, des citoyens lambda, pour qu'ils viennent écouter le message du président Macky Sall en termes de bilan, mais surtout en termes de perspectives à venir. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que c'est des foules, c'est du réel. Par contre, le reste, ce que nous voyons, c'est des caravanes avec beaucoup de curiosité qui tournent autour de voir des candidats, comme il n'y en a pas beaucoup, de voir certains et puis voilà, courir derrière le véhicule, c'est différent. D'accord. Alors, M. Gueye, de grandes mobilisations du côté de l'opposition, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Je pense que là aussi, vous avez bien dit qu'au-delà du candidat Macky Sall, qui draine des foules, et par quelle manière d'ailleurs, ça il faut s'interroger aussi sur ça. Je pense que quand même, si vous suivez bien la campagne électorale, l'opposition est en train vraiment de mobiliser.
de mobiliser à travers des caravanes, de mobiliser également aussi à travers des meetings. En tout cas, nous, notre candidat, le président El Hadji Sall, est en train de faire le tour du Sénégal. Et partout où on est allé, vraiment, ça a été une mobilisation exceptionnelle. On était vraiment à la rencontre des Sénégalais qui étaient venus massivement, n'est-ce pas, adhérer à notre offre. Et je pense que ça, vous avez dû en tout cas l'observer depuis le début de la campagne, n'est-ce pas, à travers déjà des caravanes, à travers également aussi des meetings. Voilà, ce qui a même peut-être poussé certains à vouloir un peu freiner cet élan, n'est-ce pas, en créant peut-être des stratagèmes un peu pour vraiment arrêter cette force-là qui est vraiment en train d'être une réalité dans ce pays-là. Et tous les Sénégalais sont en train de le constater. Est-ce qu'en réalité cet élan n'a pas été freiné par tout ce qui s'est passé à Tomba? Parce qu'aujourd'hui, bien vrai que vous continuez à battre campagne, mais on ne vous voit plus dans la presse pratiquement. Ça peut-être il faut demander à la presse de faire son travail. Mais je pense que si vous suivez bien l'actualité, quand il y a eu les incidents de Tamba, le président Sall est revenu à Dakar pour tenir un point de presse. Et dès le lendemain, il est reparti à l'intérieur du pays. Et il a été accueilli par des milliers de Sénégalais. Déjà, dès le lendemain, il a été à Tivaouane, où il a été accueilli par des foules. Il a tenu un très grand meeting que vous pouvez vérifier au niveau de Saint-Louis et de Louga. Je pense que quelque part aussi, si son élan a été freiné, il ne pourrait pas vraiment revenir de suite et également aussi continuer à faire le travail comme il le fait actuellement pour se rendre après dans d'autres zones. Il était hier à Touba. Aujourd'hui, il doit se rendre à Guinguinéo, et c'est là où il doit tenir en fait son meeting. Son travail continue comme tout au début, je pense, et de plus belle manière d'ailleurs. Malgré la couverture médiatique. Oui, maintenant ça, s'il appartiendra maintenant à la presse. Parce que je me dis que quelque part aussi les organes de presse ont le devoir quelque part de couvrir toutes les manifestations, n'est-ce pas, des candidats. Quelle que soit la situation qui puisse se poser, le candidat continue son travail. Maintenant, mais les rédactions aussi ont le devoir aussi de protéger leurs journalistes. Oui, mais je pense que dans tout cela, il appartient à l'État de protéger les Sénégalais. Et je pense que le grand problème dans ces incidents-là, c'est quelque part l'État qui a failli à sa mission. Quand il y a eu les grabuges à Tambacounda et que le candidat n'a pas pris soin de s'enquérir de l'état des journalistes, reporters qui étaient avec lui, vous trouvez que c'est normal? Non, c'est en fait pas ça. Notre candidat également, il a fait ce qu'il pouvait faire avec les éléments de sécurité qu'il avait. Et ça, je pense que vos confrères ont témoigné de cela. Maintenant, je pense que aussi les journalistes, c'est des Sénégalais. Et je pense que même un de vos confrères a dit que nous, dans notre, en fait, le quart qu'on avait, il y en a même qui ont dit qu'on avait mis en fait les photos, les affiches du PUR, et quelqu'un a dit qu'on avait bien mis la presse. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, si on est en campagne électorale, avec 5 candidats, je dis bien, et 5 candidats retenus après une sélection rigoureuse. Parce qu'est-ce qu'on disait avant? Qu'au Sénégal, il n'est plus permis de donner, en tout cas, de permettre à qui que ce soit, disons à quiconque, de se lever et de dire que je suis candidat aux élections présidentielles. On a amené le parrainage. Les prétendants se sont battus. Et finalement, on a retenu 5 candidats. Et je pense qu'un État, c'est de l'anticipation. Si vraiment on ne peut pas, en période de campagne électorale, anticiper pour couvrir toutes les circulations, en tout cas tous les circuits de campagne des candidats, vraiment si on a un ministre de l'Intérieur qui n'est pas en mesure de le faire, et ce qui a été bizarre, c'est que déjà après ces incidents-là, ils sont revenus pour venir apporter la sécurité. Pourquoi ils ne l'avaient pas fait tout au début? Nous, quand on démarrait notre campagne le 3, nous avons bel et bien déposé notre circuit de campagne et obtenu une décharge. Et je pense qu'à partir de ce moment, il appartenait vraiment au ministère de l'Intérieur, en tout cas de faire son job. Par rapport à ce que le docteur El Hadji Malick Diop disait tout à l'heure, votre candidat a fait quand même des propositions. Entre autres, il envisage de redessiner la carte administrative du Sénégal, un vaste chantier quand même. Ensuite, de supprimer les différentes caisses noires, que ce soit à la présidence, à la primature, au niveau des institutions. N'est-ce pas trop risqué? Parce que le président a quand même besoin de ces caisses noires pour faire face parfois à certaines obligations sociales. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que pendant longtemps,
nous avons été confrontés à un problème de transparence dans ce pays. Et aujourd'hui, ça, c'est une exigence des populations. C'est-à-dire que vraiment, on a besoin quand même de leaders, on a besoin de dirigeants vraiment qui pourraient nous aider à faire plus de transparence. Parce que quelque part, ça, c'est un besoin, ça, c'est une demande des populations. Parce que quand même, depuis longtemps, en tout cas les deux régimes passés, déjà du temps de Wade, du temps de Macky Sall, on a eu à voir beaucoup de scandales, beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, de gestion de fonds. Et nous sommes dans un pays aussi sous-développé, un pays qui n'a pas beaucoup de ressources. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui de s'octroyer une caisse noire, estimée pour certains à 8 milliards, d'autres même disent que ça va aller jusqu'à 10 milliards. Je pense que là où on est vraiment au Sénégal, on devrait quand même arrêter avec ces problèmes de transparence-là et aller résolument vers la rationalisation des ressources pour les orienter vers des secteurs prioritaires qui pourront vraiment impacter, n'est-ce pas, sur le devenir des Sénégalais. D'accord, mais docteur, il a parlé tout à l'heure de la question sécuritaire. Est-ce qu'en termes de sécurisation de cette campagne électorale, le gouvernement sortant n'a pas failli quelque part? Vous savez, moi je voudrais profiter de l'occasion déjà pour vraiment présenter les condoléances à toutes les Sénégalaises et les Sénégalais issus de partis politiques, issus également de la société civile, en tout cas toutes les familles qui ont été éplorées par ces décès. Et je pense que c'est quelque chose de très important que l'on puisse aussi bien le pouvoir que l'opposition, quand il y a des choses de ce genre, de ne pas les politiser. Parce que les politiser aurait été de parler, par exemple, s'il s'agit de Benno Bokk Yakaar, parler de ceux qui sont issus de nous et qui ont été victimes. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire que le Sénégal est un et indivisible, premièrement. Deuxièmement, le 24, on va à des élections et nous pensons que ce seront des élections apaisées. C'est ça, en tout cas, notre objectif. Et après les élections, les Sénégalaises et les Sénégalais devront continuer à vaquer à leurs occupations de manière paisible. Et nous avons tous à être dans le cadre de l'introspection. Moi, je dirais déjà que ce que fait l'administration territoriale est extraordinaire. L'administration territoriale sénégalaise est une administration territoriale à respecter parce que je crois que nous sommes dans un système où on nous demande effectivement, lorsque nous avons un candidat, moi je suis un des mandataires au niveau de Dakar, on nous demande de préciser de manière 15 jours avant, en tout cas, les lieux de manifestation, les trajets, etc. Et ce qu'on nous demande en tant que candidat, on le demande aux autres candidats. C'est la même chose, donc c'est le même traitement, c'est exactement le même traitement. Aujourd'hui, moi, en tant que mandataire, quand je dépose une demande de manifestation quelque part, alors qu'un des candidats de l'opposition a déposé avant moi, on enlève carrément le type de dépôt, parce que tout simplement les effectifs ne permettent pas de sécuriser d'une certaine manière, ne peuvent pas sécuriser deux événements qui se tiennent au même endroit, c'est pas possible. Donc tout ça, c'est des choses que l'administration territoriale a eu à mettre en place et est en train d'appliquer. Et je crois qu'il y a également un autre élément qui est important, l'histoire des milices entre guillemets, dont on parle très souvent, ou bien certains parlent de garde rapprochée d'un certain nombre de candidats, qui très souvent ne sont pas des professionnels et parfois ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Parfois également on se crée des inquiétudes qui ne sont pas réellement des inquiétudes, qui ne se justifient pas parce qu'on voit parfois des candidats avec une centaine de gardes rapprochés autour, alors que bon, c'est aller vers les candidats, les populations, rentrer dans le cadre des villages, des villes, des coins les plus reculés pour parler aux populations. Donc je pense que il faut qu'on revoie les choses. Mais qui doit mettre l'ordre dans tout ça? L'ordre est mis en place par l'administration territoriale comme il faut. Aujourd'hui, donc tout le monde est en train de travailler sur ça et cela se fait aussi bien les manifestations de l'opposition, enfin des candidats qui sont issus de l'opposition et des candidats du candidat qui est président sortant. L'administration territoriale fait son travail comme il faut. Maintenant,
Dire que à une élection qu'il va y avoir zéro faille, c'est très difficile de le dire parce que dans tous les pays au monde, c'est des choses qui arrivent. Mais il n'est pas normal qu'il puisse y avoir mort d'homme, tout simplement parce que les gens tournent autour parlent surtout de candidatures, de programmes, etc. Moi, je voudrais juste parler d'un certain nombre de choses. Ils ont des choses importantes et qui ont été soulevées ici. Donc j'ai parlé déjà de l'anticipation, de la transparence. Je pense qu'aujourd'hui le Sénégal est arrivé à un stade où, du 31 janvier 2019 au 1er février 2019, le forum sur la transparence au niveau a été choisi. Dakar a été choisi pour abriter le forum sur la transparence. C'est tout simplement c'est que le Sénégal est dans le système de la transparence budgétaire, la transparence dans le cadre de la gestion des deniers. Donc tout ça, c'est des éléments aujourd'hui qui sont mis en place. La mise en place des structures que sont l'OFNAC, des structures qui contrôlent tout ce qui est gestion budgétaire. Je pense que c'est des choses assez importantes au Sénégal qu'il faut saluer. Vous parlez de transparence, vous parlez également de l'OFNAC, mais pratiquement depuis Nafi Ngom Keïta, l'OFNAC n'a pas produit grand-chose. Et on connaît tous les conditions de départ de cette dame à la tête de l'institution. Vous savez, les conditions de départ, si on rentre en profondeur dans les conditions de départ, on peut dire 10 000 choses par rapport à ça. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que avant 2012, un gestionnaire de deniers qui gérait plus d'1 milliard n'était pas assujetti, par exemple, à la déclaration de patrimoine. Qu'il s'agisse aujourd'hui de quelqu'un qui est au niveau de l'administration, des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de quelqu'un qui est membre du gouvernement, qui se trouve en tant que directeur général, etc. Aujourd'hui, c'est une obligation que ces assujettis puissent déclarer leur patrimoine et être suivis dans le cadre de leur compte, dans le cadre du système de gestion. Et c'est ouvert à toutes les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est pour ça que il y a des milliers et des milliers de réclamations qui se fait au niveau de l'OFNAC. Maintenant, le système de gestion spécifique de l'OFNAC, ce n'est pas le système de gestion qui permet à tout un chacun, parce qu'une déclaration est faite, parce qu'une réclamation est faite, de sortir tout de suite cela à travers la presse. Donc il faut respecter le travail qu'ils font. Moi je sais qu'ils font un travail fouillé, très très intéressant, qui n'existait pas avant 2012. Et c'est ça aujourd'hui qui est la particularité du Sénégal. Le dernier élément, quand je parle moi de l'inexistence de programme, je parle surtout des options économiques prises, parce que il faudrait que ceux qui sont en face de nous montrent aujourd'hui que dans le cadre de la croissance économique où on avait une croissance erratique, on est passé de 1,7% à une croissance supérieure à 6 sur plusieurs années. Les 2 dernières années, on était à 7,2 jusqu'à 6,8. Lorsque le Sénégal, en 2012, avait un déficit budgétaire à 6,8, puis 6,7, se retrouve aujourd'hui avec un déficit budgétaire qui a largement baissé et qui se trouve à 3,5. Mais est-ce que cette croissance à 2 chiffres, cette croissance qui est passée de 6 à 7,2%, a changé grand-chose aussi dans le quotidien des Sénégalais? Mais jusque-là aussi, docteur, il faut le reconnaître, les Sénégalais rencontrent d'énormes difficultés. Voilà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les Américains rencontrent d'énormes difficultés, les Français rencontrent d'énormes difficultés, les Brésiliens, les Japonais, le monde entier. Non, pas plus particulièrement. Les Sénégalais rencontrent d'énormes difficultés. Je suis désolé. Peut-être que vous ne sortez pas. Parlez en tant que journaliste. Je parle en tant que journaliste parce que nous sommes à Zik FM. Il y a l'émission TES. Chaque matin, on voit les Sénégalais qui viennent ici à la radio pour parler de leurs problèmes. Et c'est des problèmes tellement primaires qu'on ne peut même pas y croire. Ok, donc ça veut dire que quand il y a 2-3 Sénégalais qui viennent chaque jour... C'est pas 2-3 Sénégalais, docteur. Même si ce n'est pas dans cette localité, allez dans d'autres localités du Sénégal. Si on peut faire le débat entre journalistes et invités, ça change. C'est un débat entre journalistes et invités, mais je me dois aussi de vous relancer. Journaliste doit être à équidistance. Je voudrais dire aujourd'hui de manière claire et précise que la croissance, c'est quelque chose qui se mange, au Sénégal en tout cas.
Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé au Sénégal? Le Sénégal aujourd'hui était à un stade où l'agriculture était une agriculture qui se basait spécifiquement sur la pluviométrie, peu mécanisée. L'État du Sénégal, chaque année, a eu à remécaniser aujourd'hui l'agriculture, premièrement, à mettre en place les intrants qu'il faut quand il le fallait. La filière riz a totalement changé. On est passé de 4600 tonnes en 2012. Aujourd'hui, on est 400 000 tonnes en 2012. Même si on n'a pas atteint l'autosuffisance. 460 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 1 100 000 tonnes. L'autosuffisance devrait nous permettre en quelques années d'arriver à 1 600 000 tonnes. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est l'augmentation des terres érables, la mise à disposition des intrants, également la mécanisation. La filière arachide aujourd'hui a complètement changé de visage, où aujourd'hui on est passé de 500 000 tonnes à 1 400 000 tonnes avec 300 000 tonnes exportées. Tout cela avec un système permettant aujourd'hui aux Sénégalaises et aux Sénégalais de travailler là-dessus et de changer la filière en travaillant sur, bien entendu, toute la chaîne de valeur, où ceux qui sont du début à la commercialisation sont en train, dans ce cadre-là, d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir réinvestir dans l'économie sénégalaise. C'est ça qui augmente la croissance. Je parle aujourd'hui de l'industrialisation. Nous n'avons pas trouvé d'industrie quasiment en 2012. Aujourd'hui, le système sénégalais met en place les zones économiques spéciales intégrées à Diass, à Sandiara, autour de l'aéroport, à Diamniadio, avec le parc industriel, qui fait que aujourd'hui, 35 milliards ont été investis dans le parc industriel et des entreprises sénégalaises comme étrangères sont en train de produire au niveau du parc industriel. C'est des milliers et des milliers d'emplois qui sont en train d'être créés dans le secteur de l'agriculture, la transformation agricole, dans le cadre du textile. Aujourd'hui, au Sénégal, c'est au Sénégal que l'on retrouve, bien entendu, les agropoles. L'agropole sud à Ziguinchor, agropole centre au niveau de Kaolack, avec les filières sélectionnées, la filière mangue, la filière anacarde, qui sont des filières qui seront transformées. Aujourd'hui, c'est au Sénégal que l'on retrouve 300 000 Sénégalaises et Sénégalais qui bénéficient, de la bourse de sécurité familiale, premièrement. Deuxièmement, accolé à cette bourse de sécurité familiale, vous avez ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. C'est au Sénégal qu'on retrouve la couverture maladie universelle. Docteur, je vous écoute depuis une bonne dizaine de minutes et je me pose des questions. Je me demande est-ce qu'on se réveille dans le même Sénégal, surtout par rapport à la transparence. Vous nous parlez de cette croissance à 6,2. 6,2, 6,8, soit. Mais moi j'ai des problèmes par rapport, parce qu'en termes de performance, le régime Macky Sall en fait augmentation de la production, soit, mais derrière la commercialisation, la transformation, elles sont pratiquement nulles. Partons de certaines choses, parce que ce qu'on vous reproche le plus souvent, c'est au niveau de la transparence. C'est là où vous avez des problèmes, c'est au niveau de la bonne gouvernance. Vous avez dit qu'il y a des problèmes de commercialisation. On a des problèmes de commercialisation. Oui. Vous vous occupez aujourd'hui de l'exportation de nos produits. Oui. Sur 1 474 000 tonnes d'arachide, vous nous dites que seuls 300 000 sont exportés. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Quand on fait le tour du Sénégal, quand on va dans le bassin arachidier, on y trouve des sécos qui sont là depuis 1 an. Il y a problème à ce niveau-là, parce que vous dites à Amina, il faut parler en tant que journaliste, être à équidistance, nous le sommes, et nous préférons parler chiffres. À ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas véritablement problème? Le riz de la vallée, moi j'en reviens, samedi j'étais à Rosbetio, les problèmes sont là. Le riz, il est là, c'est vendu au bord de la route. À la limite, ce sont nos amis, nos parents mauritaniens qui viennent les acheter. Le sucre sénégalais, même chose, ce sont la compagnie sucrière sénégalaise rencontre d'énormes difficultés. Donc, est-ce qu'on peut dire à ce niveau que véritablement tout se passe bien? Production, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Oui, là, il faudrait être très clair. Le système de commercialisation au niveau du Sénégal n'a jamais été autant
travailler et professionnaliser. Je vous donne juste l'exemple de la filière arachide où tous les acteurs du secteur, que ce soit les acteurs qui sont les paysans, les transformateurs, donc tous les acteurs du secteur, ceux qui s'occupent de la commercialisation sur le marché national, sur le marché international, les industries, donc tout le monde, tous les acteurs du secteur, avant même la campagne de commercialisation, travaillent déjà sur le prix d'arachide aux producteurs, sur également la qualité de la production pour pouvoir être vendue sur le marché local comme sur le marché international. Et ça se fait de manière permanente. Quand vous dites aujourd'hui que exporter 300 000 tonnes, pourquoi on exporte 300 000 tonnes? Je vous rappelle que le Sénégal, en 2012, n'exportait plus d'arachide, tout simplement parce que le taux d'aflatoxine était tellement élevé qu'à l'international, on n'avait pas cette possibilité-là. Il a fallu la signature de la convention entre la Chine et le Sénégal, entre le ministère du Commerce, d'Agriculture des deux pays, pour valider déjà l'exportation, pour travailler sur la qualité de l'arachide pour pouvoir exporter. Ça, c'est un premier élément. Au-delà de l'exportation de l'arachide décortiqué, il y a l'exportation de l'huile brute d'arachide, qui se fait également au niveau d'énormément de marchés, au niveau du marché européen, au niveau également du marché asiatique. Et la particularité qu'on a, c'est la signature du Sénégal, les conventions que nous avons pour lever tout ce qui est taxe à l'entrée de ces différents pays, ce qui entraîne une plus-value importante de tous les producteurs sénégalais et les transformateurs sénégalais. La transformation agricole, effectivement, aujourd'hui devient une réalité au Sénégal. Quand je prends les filières qui ont donné d'excellents résultats, à savoir tout ce qui est produits horticoles. Les produits horticoles sont largement transformés, exportés et vendus sur le marché local. C'est aujourd'hui au Sénégal que l'on retrouve les jus de mangue, la marmelade de mangue. C'est aujourd'hui au Sénégal que l'on trouve la confiture de mangue, la mangue séchée, la mangue également sous forme de vinaigre, que l'on vend sur le marché local et sur le marché international. C'est ça la transformation. Quand je parle d'agropole, c'est la sélection des filières qui permettent la transformation. Quand je parle d'agropole qui traite la filière cajou, c'est la transformation de la noix, c'est la transformation également du fruit qui se fait en forme de jus, en forme de produits transformés et décortiqués. Donc tout cela, c'est un travail qui se fait en permanence. Mais est-ce qu'on couvre assez le marché local? Est-ce qu'on couvre assez le marché local? Ah oui, le marché local. Parce que ces produits dont vous parlez, on ne les trouve pas dans les grandes surfaces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les grandes surfaces au Sénégal, je ne citerai pas les grandes surfaces, mais aujourd'hui, les grandes surfaces utilisent beaucoup, parce que le système, c'est un système de benchmark qui permet à celui qui commercialise de prendre en compte vraiment la demande. La demande locale aujourd'hui, elle est réelle. La demande en produits locaux aujourd'hui est réelle. Je donne juste un exemple très simple. Prenez aujourd'hui le beurre de karité qui n'était pas réellement utilisé au Sénégal. Aujourd'hui, la transformation est arrivée à un stade où, à l'international, nous faisons partie des produits qui exportent beaucoup plus le beurre de karité et l'huile de baobab. Mais la consommation sénégalaise augmente énormément parce que la qualité a changé. Prenez aujourd'hui le textile et le costume origine Sénégal aujourd'hui qui est bien commercialisé au Sénégal. Vous allez au parc industriel, vous trouverez des entreprises sénégalaises qui transforment le tissu en costume made in Sénégal. Mais ce tissu vient d'où? Ce tissu, très souvent, il est importé une partie, mais une partie est fabriquée ici, parce que si vous prenez aujourd'hui tout ce qui est pagne tissé, le pagne tissé vient du Sénégal. Le coton est d'origine Sénégal, le coton égrené est d'origine Sénégal, mais le pagne tissé est d'origine Sénégal, et ce pagne tissé transformé en costume origine Sénégal est quasiment à 100% Parce qu'à ce que je sache, la NSTS est en faillite, la Sodeftex, même chose, Sotiba, on n'en parle plus. Donc c'est que le coton de la Sodeftex aujourd'hui, je me demande où est-ce qu'on fait la filature pour obtenir un tissu made in Sénégal qui est ensuite transformé par les acteurs locaux. Ça, je n'en vois pas. Vous savez, j'estime que c'est un secteur à la limite mort. Ce qu'il faut savoir, là, aujourd'hui, nous sommes, il y a de cela une semaine, la CEPEX était avec les acteurs du secteur de l'ameublement. Nous étions où? Nous étions à Ambiente, c'était à Francfort. Nous avions là-bas les entreprises sénégalaises qui font de l'ameublement origine Sénégal à 100%, je dis bien, ameublement origine. C'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire du Sénégal qu'on est arrivé à ce niveau-là. C'est du pagne tissé, c'est du bois origine Sénégal de la Casamance tout est fabriqué ici et
exporté et vendu sur le marché local. Et ça, c'est des éléments extrêmement importants. Peut-être que dans la communication, il faut aller au-delà et avoir toutes ces informations pour pouvoir en parler. Je pense que c'est des choses importantes sur lesquelles donc, il faudrait bien réfléchir avant de donner des éléments. Maintenant, dire que le riz de la vallée, parce qu'il y a quand même contradiction. Dire que le riz de la vallée, il n'y en a pas assez. Deuxièmement, dire que la commercialisation est difficile, c'est contradictoire. Quand aujourd'hui on parle d'autosuffisance, c'est 1 600 000 tonnes. On est à 1 100 000 tonnes, il y a un petit gap. Donc par rapport à ce gap-là, il y a du riz importé. Il y a du riz importé. C'est vrai que ce qui est importé a largement diminué, mais ce qui est important de savoir, c'est que les Sénégalais consomment beaucoup plus maintenant du riz origine Sénégal que du riz importé. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, la qualité est excellente parce que tout simplement, il y a le taux d'hygrométrie qui est très faible, mais également le taux de sucre est très faible. Donc ça également, c'est des éléments importants sur le plan diététique qui font que les Sénégalais consomment de plus en plus du riz origine Sénégal. D'accord. Alors, donc, docteur, si je suis bien la logique du docteur, dans son Sénégal, tout va très bien. Bon, vous avez bien dit dans son Sénégal, parce que quelque part aussi, c'est comme si on n'est pas dans le même Sénégal. Je pense que vous avez même dû relever cela. Je constate aussi depuis un certain temps que l'essentiel des journalistes sont taxés d'opposants. Bon, ça montre tout simplement que nos amis, quelque part, ont des difficultés pour convaincre les Sénégalais. De sorte que toute question pertinente, quelque part, est plus ou moins considérée comme venant d'une personne qui s'oppose à l'État. Mais je pense que quand même les journalistes font juste leur travail. Et ils ont le devoir aussi d'éclairer les Sénégalais sur ce qui se passe, mais également aussi sur ce qu'ils vivent. Parce que aussi nous vivons un peu dans ce Sénégal-là, avec les difficultés qui sont là. Et aujourd'hui, tous les Sénégalais se rendent compte de cela. Et puis, ils ont beaucoup parlé de taux de croissance. Voilà, ils ont donné beaucoup de chiffres, 7,1%, 7,8%. Mais le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut dire que l'essentiel en fait de ce taux de croissance-là est porté par les idées. C'est des investissements directs étrangers. Et ça, je pense que les Sénégalais ont démontré et encore démontré ça. Mais quelque part aussi, ils veulent vraiment toujours aussi nous fatiguer avec ce taux de croissance. Mais M. Gueye, ça aussi, c'est un choix économique. Oui, mais quelque part, l'essentiel de ces bénéfices-là sont rapatriés. Je veux dire, Alassane Dramane Ouattara l'a fait pendant quelques années, pour ensuite, quand il a eu un taux de croissance à 2 chiffres, à un moment il s'est dit il me faut penser à l'industrie locale, aux opérateurs économiques locaux, au capitanat privé local, et là il a changé d'option. Si par exemple on vous suit dans cette logique, on pourrait dire quelque part qu'il manque d'ambition sur le taux de croissance. Là où ils sont aujourd'hui, avec l'ensemble de ces capitaux étrangers injectés dans notre économie, ils devraient vraiment pouvoir dépasser ce stade-là pour nous permettre vraiment un peu d'avoir, en tout cas d'impacter vraiment l'économie nationale et puis de permettre aux Sénégalais de sentir cette croissance-là. Et justement, vous voulez une économie inclusive, durable, portée par un secteur privé fort. Mais forcément, vous savez, aujourd'hui aussi, un pays qui n'a pas de secteur privé fort ne peut pas se développer. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de bruit, mais quand même, ça n'a pas bougé dans notre secteur privé. Mais qu'est-ce qui rend le secteur privé fort? Mais c'est l'accompagnement, l'engagement, et puis un État aussi doit protéger son secteur privé. Mais si par exemple on va dans un pays... En lui donnant des marchés qu'il n'a pas exécutés. Non, mais quelque part aussi. Mais dans tous les pays, mais nous avons vu aux États-Unis pendant la crise, comment est-ce que l'État a accompagné des entreprises qui étaient assez stratégiques et qui devaient aller à la faillite. Mais vous avez vu comment l'État américain a dû faire pour les aider à se relever. C'est parce que là aussi l'État américain a ses fleurons. L'État français a ses fleurons. Oui, L'État américain a General Motors, l'État français a Peugeot, Renault, etc. Quitte à faire de la publicité. Mais c'est parce que ces entreprises, pendant plus d'1 siècle, se sont battues, se sont imposées. Quand il y a une donc vous voulez dire que nous, on n'a pas de fleurons? Voilà, donc ça pose encore un problème. C'est-à-dire que c'est juste pour dire que aussi vous confirmez un peu ce que les gens disent, qu'il y a absence de secteur privé dans ce pays. Et je pense que l'État a une lourde responsabilité dans ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire on peut pas faire cette croissance et ne pas promouvoir le secteur privé. Et puis ceci même aurait impacté sur les emplois. Parce qu'aujourd'hui aussi, le problème lié à l'emploi est carrément lié à la faiblesse du secteur privé. Parce qu'en fait, c'est le secteur privé qui crée des emplois. L'État
beaucoup théorisé sur la création d'emplois, mais ça ne passe pas. Parce que quelque part, l'État ne peut pas régler le problème. Il appartenait à ce secteur privé-là, renforcé, n'est-ce pas, de créer cet emploi et ce qui aurait vraiment impacté un peu sur l'économie. Il a parlé de beaucoup d'autres choses, hein. Il a beaucoup parlé de l'agriculture. Mais nous savons tous que s'il parle de PSE en prenant l'agriculture comme secteur prioritaire, et nous ne sommes même pas à mesure là où nous sommes de mettre 200 milliards dans l'agriculture, ça pose un problème. Parce que vous ne pouvez pas avoir un secteur prioritaire. Déjà plus de 50% des gens, ça donne à l'activité de l'agriculture. Où vous préférez mettre par exemple près de 1000 milliards sur un terre. Alors que vous avez un secteur qui doit porter votre croissance, vous l'avez toujours dit. Et ce secteur-là, jusqu'à présent, on ne parvient pas à lui allouer des ressources suffisantes pour pouvoir quand même booster cette croissance-là. Ça pose un problème. Ils ont beaucoup parlé de stratégie pour développer l'agriculture. En termes d'agriculture, quand même, sous le magistère du président Macky Sall avec Abdoulaye Seck comme ministre de l'Agriculture, il y a eu des améliorations. Parce mais il reste beaucoup à faire. Oui, il reste à faire, mais il y a des améliorations. Si l'on prend en compte quelque part la place stratégique de ce secteur dans l'économie du Sénégal, et puis, il faut qu'ils soient en phase avec ce qu'ils disent. Ils disent que déjà, l'agriculture fait partie des secteurs devant booster, en fait, devant porter notre croissance. Alors que jusque-là, on voit que déjà les ressources allouées à ce secteur-là restent insuffisantes. Ça pose un problème. En plus, il parle beaucoup de mécanisation, mais j'aimerais bien que le docteur aussi en fait, parvienne à me convaincre à cela. Parce que cette mécanisation-là, qui aurait porté l'agriculture sénégalaise vraiment à un niveau respectable, pour quelque part porter la croissance, moi je ne l'ai pas encore vu. J'aimerais bien également qu'il revienne là-dessus. Il a beaucoup parlé aussi des exportations, mais jusqu'à présent aussi, nous voyons que déjà qu'il y a un déficit commercial dans l'ordre de 10,4%. Et aussi une augmentation aussi des importations. Ça aussi c'est un problème. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que déjà même quand vous regardez un peu dans les activités de l'administration des douanes, on a tendance toujours à dire qu'il faut augmenter les recettes. Alors que nous voulons quelque part aller un peu vers en fait un volume d'exportation beaucoup plus important. Et on voit que déjà il y a une augmentation dans l'ordre de 18% des importations. Parce que la douane fait partie des sèves nourricières de l'assiette fiscale sénégalaise. On est d'accord, mais quelque part, qui supporte cela? C'est les Sénégalais. Je vais vous parler de deux éléments qu'ils ont eu à faire. Non mais ça, si vous arrivez vous au pouvoir, vous ne pouvez pas changer ce paradigme d'État taxivore quand même. Non, mais sinon vous n'allez absolument rien réaliser. Là, les taxes, impérativement, on va les faire. Mais quelque part aussi, on ne peut pas aussi mettre déjà tout sur le dos des Sénégalais, en mettant des taxes vraiment exorbitantes. Je vais vous faire une démonstration sur ça. Déjà, les taxes douanières. Il y a récemment, sur les véhicules, vous avez entendu qu'il y a déjà une surtaxe de l'ordre de 10%. Une surtaxe de 10% sur certains produits qui font l'objet de taxes intérieures. Et 10% sur quelle valeur? 10% sur la valeur en douane, majorée du droit de douane et de la redevance statistique. Vous appliquez 10% pour une taxe intérieure. Récemment, on l'a fait sur les véhicules et sur beaucoup d'autres produits. Autres comme le sucre, etc. Généralement, certains produits qui sont soumis aux taxes intérieures. Autre chose également, vous savez, quand on devait financer le plan TACAL avec le président Wade, les gens ont dû augmenter la taxe sur le COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs. C'était de 0,2%, on l'a amené à 0,4%. Mais quand ils sont venus, ils ont beaucoup dit sur l'électricité, mais ils ont toujours conservé cette taxe-là, à 0,4%. Et tout ça, ce sont les Sénégalais qui vont supporter ces coûts-là. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Cette augmentation-là sur les taxes seront forcément répercutées sur le prix aux consommateurs. Parce qu'au finish aussi, l'importateur, ce qui l'intéresse, c'est le prix complet de la marchandise à son arrivée au Sénégal. Mais M. Gueye, ça prouve aussi que l'État a ses réalités. Non, bon, l'État a ses réalités. Là, vous parlez parce que vous n'êtes pas encore à la tête du Sénégal, mais une fois à la tête du pays aussi, vous allez rencontrer des difficultés sur le terrain. Non, un État parce que aussi, ils ont promis beaucoup de choses. Ils ont dit qu'ils ont le meilleur programme. Bon, c'est ce que vous êtes en train aussi de faire, de montrer aux Sénégalais que vous avez le meilleur programme. Mais c'est eux qui sont à l'étape d'être jugés, ils l'ont dit. Ils disent qu'ils défendent un bilan. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Et tous les Sénégalais le constatent. Ils l'ont dit, hein, ils l'ont crié sur tous les toits, mais permettez aussi nous également
de dire carrément aux Sénégalais que par rapport à ce qu'ils avaient dit, on ne peut pas aussi leur donner en fait je veux dire, on ne peut pas les accompagner. Voilà, c'est ça, parce que c'est eux qui ont dit qu'ils ont le meilleur programme, que l'opposition n'a pas de programme, mais on est en train de leur montrer que ce que vous avez vraiment promis aux Sénégalais, par rapport à la réalité vécue par tous les Sénégalais, il y a quand même une large différence sur ça. Je pense que quand même ça, c'est des éléments sur lesquels vraiment je voudrais insister et vraiment dire que quand même, on devrait vraiment résolument aller vers un accompagnement plus sérieux, n'est-ce pas, du secteur privé. Si on va aujourd'hui jusqu'à ce que même le restaurant de l'université soit géré par des Français, ça aussi, ça pose un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un disait, Samir Amin, que les capitaux étrangers ne peuvent pas aider à développer les pays africains. Mais M. Mbacké, est-ce que ça ne pose pas le problème global de la discipline chez le Sénégalais qui aime gagner de l'argent sans pour autant travailler correctement? Dans certains pays, c'est du 3 x 8. Vous prenez l'ouvrier sénégalais, il ne vous fait pas 8 heures par jour. Le fonctionnaire, même chose. Dans certaines entreprises, les gens, ils se présentent à l'heure, ils disparaissent 1 heure après. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de rediscipliner le Sénégalais pour qu'il se mette finalement au travail? Mais parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord. Parce qu'il faut dire que aussi, à l'accession du président Macky Sall à la présidence de la République, ils avaient beaucoup parlé de rupture. Vous vous rappelez bien. Mais c'est juste pendant un temps. Après, ils ont laissé encore les gens aller dans leurs habitudes. Moi, je suis d'accord que les Sénégalais ne travaillent pas assez. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, si on doit aspirer à un développement, il faudrait qu'on change carrément de comportement. Et aujourd'hui, il faudrait que les Sénégalais travaillent. On a vu ici tout au début l'audit du fichier public, de la fonction publique, etc. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Donc, il y avait pas mal de chantiers qui étaient vraiment applaudis par les Sénégalais. Mais à un moment donné, c'est comme si tous ces chantiers-là, quelque part, on les a rangés dans les tiroirs. Mais moi, je suis d'avis avec vous que pour qu'on puisse vraiment évoluer, pour qu'on puisse vraiment atteindre un certain niveau de développement, il faudrait impérativement que l'on change de comportement. D'accord, mais que l'on travaille vraiment davantage. Mais est-ce que quelque part aussi vous ne les chargez pas trop? Parce que justement concernant le terre, on va y revenir, on en a parlé hier sur ce plateau. Notre invité qui est de la coalition IDI 2019 a parlé d'un coût de 1200 milliards, vous parlez de 1000 milliards. Le président de la République a donné des chiffres nets et clairs. Pourquoi vous ne voulez pas le croire? Et pourquoi vous voulez faire comprendre aux Sénégalais que ce terre nous a coûté 1000 milliards, 1200 milliards? En fait, vous avez des preuves? Oui, non, je veux dire, même si on devait leur concéder ce montant qu'ils ont mis sur le terre, 568 milliards. Bon, il y en a qui disent 700 et quelques milliards, donc peut-être lui va revenir sur ça. Mais même si on leur concède cela, moi je ne trouve pas l'investissement, je ne trouve pas l'opportunité de l'investissement. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés dans le secteur du transport, notamment dans le secteur du transport ferroviaire. Il a tantôt parlé d'exportation, mais il a parlé également de production et d'industrialisation. Et j'ai même des problèmes sur vraiment leur réalisation en matière d'industrialisation. Lui, il a travaillé dans les exportations, mais il faudrait aider quand même les gens qui sont en train de produire à l'intérieur du pays pour avoir la possibilité d'amener au port de Dakar sans difficulté leurs produits et les amener à l'exportation. Et ça, il n'y a pas meilleur moyen que le réseau ferroviaire. Parce que le problème, c'est que vous avez ici 54 km que vous gérez, alors qu'au même moment, on a un réseau ferroviaire vétuste. Vétuste, ça, ils le savent, personne ne peut dénier ça. Aujourd'hui, ce montant-là injecté sur cette terre-là... 656 milliards. Voilà, j'ai dit, ce montant, quel que soit le montant injecté, moi je me disais qu'il était plus prioritaire d'attaquer la réhabilitation du réseau ferroviaire et de permettre vraiment aux Sénégalais de pouvoir se déplacer, mais également aussi de pouvoir transporter aisément leurs marchandises via ce réseau-là qui est en train de mourir de sa belle mort. D'accord. Voilà. D'accord. Docteur. Merci. Je pense que les discussions sont intéressantes, mais j'insiste beaucoup sur le programme alternatif. Parce que quand on dit que nous proposons, nous ne proposons pas. Le président Macky Sall est le seul candidat qui, le 25, saura très bien là où il devra aller.
parce que tout simplement, il a fait un mandat, il a effectué ses réalisations, il a des perspectives claires sur 5 ans. Je suis désolé, aujourd'hui, le seul mandat utile possible, c'est le mandat du président Macky Sall. Parce que le mandat utile, c'est un mandat où, juste à la fin des élections, vous savez là où vous devez aller, comment y aller. Le mandat qui n'est pas considéré comme un mandat utile, c'est celui qui, pendant 2 ans, va chercher là où il doit aller, va travailler pendant 2 ans, et la dernière année, c'est l'année électorale. Donc les Sénégalais doivent s'inscrire dans la continuité. Tout à fait. Donc je reviens sur un certain nombre d'éléments très précis. Je pense qu'il est important de savoir que le secteur privé, dès le début, a été associé au plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent a été travaillé déjà en grande partie par l'administration sénégalaise, surtout dans le cadre des différents secteurs d'activité prioritaires, ministère des Finances, l'agriculture, du commerce, de la pêche, etc. Ils ont tous été là-dedans. Et quand il a fallu travailler à trouver des investissements, c'est le secteur privé qui a accompagné, le secteur privé sénégalais, qui a accompagné le président Macky Sall et tous les acteurs pour déjà travailler à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans le cadre de ces différents projets. Et ce secteur privé, il est associé et il est maître d'œuvre. Et il fait partie également des maîtres d'œuvre. Je m'explique. Aujourd'hui, prenez une ville comme Diamniadio. Tout ce qui est au niveau de Diamniadio, les sphères ministérielles. Une grande partie des sphères ministérielles, c'est le secteur privé sénégalais qui a pu le réaliser. Je ne dis pas 100%, mais à peu près 80% aujourd'hui du pôle urbain a été réalisé par des Sénégalais, des entreprises sénégalaises. Et ça, c'est quelque chose de très important et c'est visible. Vous allez aujourd'hui au niveau du parc industriel, la moitié des entreprises est constituée par des entreprises du secteur privé sénégalais. Et ça, on l'oublie. Et je pense que c'est important de le rappeler. Vous allez à Diamniadio toujours, l'université Amadou Mahtar Mbow, également, c'est la même chose. C'est toujours le secteur privé sénégalais. Et donc, c'est un ensemble de choses qui font que le secteur privé sénégalais, il est associé. Mais il est important de savoir que quand on a des objectifs d'émergence, quel que soit le pays, vous êtes obligé de travailler avec le secteur privé de votre pays, mais également de vous ouvrir à l'étranger. Il y a des secteurs d'activité où on a des spécialistes dans le domaine qui peut-être aujourd'hui n'existent pas encore au Sénégal ou des trucs de ce genre, mais le plus important c'est que là où le secteur privé sénégalais peut être associé, il est associé. Il y a également des types de projets avec des valeurs très importantes qui font que on arrive peut-être que le secteur privé sénégalais ne s'engage pas à hauteur de ces sommes. Je donne juste l'exemple aujourd'hui au Sénégal. Très rapidement, très rapidement, je vais vous donner l'exemple du TER parce que il y a des choses qui se disent très souvent, c'est pas normal. Hein. Moi, je pense que c'est pas normal. Le TER a coûté 156 milliards, premièrement. Deuxièmement, l'État du Sénégal a mis 145. C'est ça la réalité des faits. L'État du Sénégal a mis 145. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement, l'État français, l'AFD, donc tous ces investisseurs aujourd'hui font partie de l'investissement TR. Mais ce qu'il faut retenir surtout... Avec les impactés, avec les avenants tous les impactés, c'est l'État du Sénégal sur ces 145 milliards qu'il a pris en charge. Parce que c'est tout à fait normal. Si les autres font énormément d'investissements, la partie impactée qui sont des Sénégalais, cette partie-là a été prise en charge par le... Et ces 656 milliards également, c'est des chiffres qui ont été donnés en Conseil des ministres. Ah oui, c'est des chiffres officiels. Nous ne donnons pas des chiffres comme ça. Nous travaillons dans le cadre spécifique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, ce qui a été évalué comme problème dans le cadre des embouteillages, c'est que chaque année, on perdait 100 milliards. Chaque année, le Sénégal perd 100 milliards dans le cadre des embouteillages au niveau de la région de Dakar. Ce qui a été fait, c'est la création de nouvelles villes, de pôles urbains. Diamniadio, Lac Rose, avec tout ce qui est autoroute à péage, etc. Maintenant, et la VDN2. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les Sénégalais, comme
Diamniadio devient un pôle qui va régler le problème de la macrocéphalie dakaroise, il fallait trouver la possibilité que beaucoup de Sénégalais dans la région de Dakar puissent être transportés à un coût correct. Il s'agit de 115 000 Sénégalais qui vont être transportés tous les jours. 115 000 Sénégalais, je dis bien, qui vont être transportés tous les jours dans le cadre de la région de Dakar à travers le TR. Et ça, c'est une avancée. Et on ne va pas se limiter au TR. Vous avez vu le bus rapide transit, etc. Maintenant, certains peut-être ont un frein par rapport à la modernité. Moi, je pense qu'un pays, quand il veut aller vers l'émergence, il ne faut pas avoir de frein par rapport à la modernité. Alors, nous reviendrons. Ce sera juste après le 19h45. Restez avec nous pour la suite de l'essentiel. À tout à l'heure. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous. Bienvenue chez vous. Vous êtes bien sur la Sen TV, votre première chaîne urbaine du Sénégal. Et bienvenue dans votre émission Rendez-vous des excellences. L'art de la guerre, bien qu'encore présente sur la planète, laisse de plus en plus place à l'art de la paix. Plus communément appelé, la diplomatie semble être la nouvelle discipline qui prévaut entre les hommes. Notre invité aujourd'hui est la République islamique d'Iran. Comme vous le savez, la révolution islamique en Iran, c'était une révolution populaire. Bientôt sur Sen TV. C'est bon les gars, on démarre dans 2 minutes. Oui Major? Je suis là. 2 minutes. On connaît farceur. 2, Major, du sérieux s'il te plaît. Go. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax yéen ngi seen émission Bissap Comedy Show. reetaan lu nit kan la mën a may alal. Bissap lañ koy woowee. dama lay seetaan sa émission bi daa may ree laajte rek yu ñuy laaj est-ce que jigéen bu gisul baayam ndax yaayam mën na koo yar. ma gaañ dama ko tay. góor jigéen bi nga doon. borom ñaar tur yi. dafa mel ne lu la fi indi danga ko fàtte ñëw ñu fi pour nobante de wala pour bëggante alal ji lañ soxla. sa jarbaat bii dafa màgg sax. man ak sa yaay ñun ñaar rek la te depuis ma wax ak yow ci waxu kewee déggatuma la fan gisuma la. Et si j'en ai pas envie? C'est-à-dire? Que aw ma envie nii la. ñun amuñu envie maquiller la. Diopère laa bëgg jëbetam bi yéeg mu dee ñu def ménage à 3. Ressaisis-toi. Est-ce que xam nga ni Madior ak Dior ñoo war a ànd. Bientôt sur Sen TV. Love Me, tellement irrésistible. Disponible chez Auchan. Paris sportif. Gros gun. Paiement rapide. Pour me que fiable.
Bookmaker Company. man maay kilifa kër gi saa su ne maa ngi ñaax sama soxna ak samay doom ngir ñuy jëfe tegtalu waa kër docteur lu ci mel ni wisitu boo ëmbee ak boo wasine soriyantel njur mi jëfandikoo sànke yi ñu nandal ak bindu ci mutuelle yi ngir yombal paj mi. jaajëf nijaay rafetlu naa bu baax suñu diisoo ci sama wér-gu-yaram ak bu xale yi di rafetlu itam ni ñuy waxtaaneek suñu doomu waxambaane yi ak njegemaar yi ci seen wér-gu-yaram dina leen gindi ci ni ñuy sàmmee seen bopp ba mën a moytu lu mel ni ëmb yu teel yi ak feebaru sëy yi. sama goro maa ko war a taxawu ngir mu teel a def wisitam saa su njortee ne ëmb na te it mu wasine jee ca kër docteur ndax mu ëpp kaaraange dama koy digalit mu nampale ween kese ci diiru juróom benn weer te lii yëpp dëppoo naak suñu aada. am nañu chance am waajur yu baax ay ndaw lañu waaye dañu ñuy déglu di ñu xelal te di ñu ñaax ngir ñuy dem kër docteur di saytu suñu wérgu yaram lii daal dal na xel dina tax ñu gën a mën a jublu ci suñu avenir. diisoo ak sunu njaboot bokk na si li leen di aar wérgu yaramu njaboot gi jàpp naa ci. jàpp naa si. Sen TV, bienvenue chez vous. Dimanche, abstenez-vous. Vous aviez promis qu'une fois élu, vous allez régler les problèmes de l'école. Dès à présent, je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises. Sénégal. Merci beaucoup. affaire bi daal lu war gas suul ñun ñëpp benn lañu. ñu ngi toujours Ngor mais bi yoon ci centre de vote Aly Samb. Demandez à Macky Sall de visu de quel droit il faut circuler. ñu nekk fii ci li Touba. li nga xamante ne moo di 18 safar. Vous aviez promis qu'une fois élu, vous allez régler les problèmes de l'école. Dès à présent, je... Bienvenue à la principale édition du soir sur la Sen TV. Tout de suite, les titres de ce journal. 2 semaines déjà que les candidats à la présidentielle sillonnent le Sénégal. Entre promesses de campagne et engagement, les électeurs restent sceptiques. Ils attendent ce week-end pour choisir le prochain président de la République. Et puis l'association des juristes africains vient d'auditionner les 5 représentants des candidats à cette présidentielle dans le cadre du programme Sunu Élections. Nous aurons également la réaction du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, concernant l'installation d'une commission en charge des indemnisations des détenus. Et puis 300 000 euros, soit 200 millions de francs CFA, c'est le montant qui a été dégagé pour soutenir la recherche médicale au Sénégal. Un atelier a été ouvert ce matin à Dakar. Voilà pour le sommaire, restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer. 15 jours après l'ouverture de la campagne électorale, les 5 candidats à la présidentielle ont sillonné le pays à la quête des suffrages. Entre promesses difficilement réalisables et engagements, les candidats rivalisent d'ingéniosité pour séduire les électeurs. Mama Soukan revient sur certaines de ces promesses de campagne dans ce reportage. Madické Niang propose un conseil gouvernemental mensuel en lieu et place de la traditionnelle réunion hebdomadaire du conseil des ministres. Macky Sall dana fi ñëw war ngeen seet seen njariñ su ñëwee ngeen wax ni ka defalu loonu dara waxu loolu dal suñu xel
yàq nga Sénégal dañu bëgg nga jóge ci réew mi jël say bagages. Ousmane Sonko annonce le divorce avec le CFA. te ñun duñu politicien bu ñu Sénégalais yi wóoloo ba dénkuñu lépp loo xam ne ci nu territoire yi tëddee la dinañ ko tegaat sur la table. Issa Sall ambitionne de redessiner administrativement le Sénégal. Nous allons instaurer une surveillance accrue au niveau de nos frontières. Idrissa Seck promet la bonne gouvernance en face. yàq na réew mi yàq goo xam ni egg na ci ñi ñu séqal wàllu koom-koom ci bitim réew fi mu ne nii dañu ko njatt bu metti. Le président sortant Macky Sall opte pour la continuité avec en prime la transparence dans la gestion des ressources gazières et pétrolières. Les candidats rivalisent donc de détermination pour faire adhérer le plus d'électeurs possible à leur candidature. yàlla nag bu la mayee ba mu jeex da nga koy xam soo ko defu rek da nga ñaaw ci xare bi te nag li yàlla dogal doo ci mën dara. Voilà des promesses qui vont bon train à seulement quelques jours de la fin de cette campagne électorale et puis c'est sans compter en tout cas sur la confiance de certains citoyens rencontrés par notre rédaction. Ils pensent que ce sont des engagements politiques qui n'auront aucune suite favorable. Dans ce reportage signé Aliou Diop et Mohamed Diaw, ces citoyens invitent ces candidats à respecter leurs engagements une fois élus. Électoral continue de battre son plein à quelques jours du scrutin. Ainsi, les promesses deviennent de plus en plus nombreuses. Ces citoyens rencontrés font leur analyse. Chaque fois, on entend des promesses, mais comme ce qu'on dit souvent, on dit que ce sont des promesses non tenues parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne participent pas de la vie politique. Parce que souvent, on dit qu'ils sont tous pareils. Les promesses, en période de campagne, on peut dire qu'il ne peut pas y avoir de promesses. Parce que d'autres le font pour gagner peut-être la confiance des Sénégalais, alors que même ces promesses, ils ne croient pas à ces promesses. Quant à ces deux étudiantes, elles souhaitent pour que les candidats respectent leur engagement. On s'attend tout ce qu'ils ont promis pour que ça se réalise. On attend qu'ils réalisent leurs promesses. Et ils nous font chaque jour des promesses, mais une fois élus, ils ne les respectent pas. Certains avaient pris des engagements, mais jusqu'à présent, ils n'ont exécuté que la moitié. Pour parer à toute déception relative aux promesses, ces interlocuteurs lancent un appel. Qu'ils tiennent de leurs promesses. Parce que si vous avez dit, si vous m'avez élu en 2019, cette année-ci, je vais faire ceci, je vais faire cela, qu'ils veillent sur ça. L'appel que j'ai fait, c'est que la jeunesse, la population sénégalaise sorte massivement pour aller voter, pour qu'ils choisissent le candidat qui est le mieux placé pour répondre aux attentes des Sénégalais. Le moment où les candidats multiplient de plus en plus les promesses pour convaincre les électeurs, certains citoyens, eux, ne font plus confiance, car, disent-ils, c'est du pareil au même. Voilà, et puis dans le cadre du programme Sunu Élections, les représentants des 5 candidats à cette présidentielle viennent d'être auditionnés par l'association des juristes africains. Ceci, c'est pour recueillir leurs accords de principe quand il s'agit de respecter les 4 points de réforme que propose cette association. Selon le secrétaire exécutif, cela va permettre de corriger certaines erreurs qui ont été notées dans le cadre du fonctionnement de la justice. Sur ces 3 points, ces représentants ont répondu au micro de Fatoumata Diop et Madani Marega. Recueillir les accords de principe des 5 représentants des candidats à l'élection présidentielle une fois élus président était l'objectif de cette audition organisée par l'association des juristes africains. Une audition qui consiste à respecter les 4 points de réforme de la justice. La question de l'accessibilité de la justice, l'indépendance de la justice, parce que c'est un débat qui anime l'actualité. Ensuite, il y a la question de l'efficacité de la justice et il y a aussi la question de la modernisation. Pour le mandataire du candidat sortant, après avoir fait le bilan, il propose l'établissement d'un comité de modernisation de la justice qui se résume en 3 points. La première, c'est la question du statut des magistrats. Le comité a réfléchi et a formulé des recommandations qui vont dans le sens du renforcement de l'indépendance. Le comité a recommandé que le président reste président du Conseil supérieur de la magistrature, mais qu'il puisse y avoir un recul modéré
du président de la République. Dernier aspect, c'était sur la carte judiciaire. Quant au mandataire de Maître Madi Kegnon, il prend l'engagement pour la bonne marche de la justice sénégalaise qu'il qualifie à 2 vitesses. Vous demandez encore à mon candidat, Maître Madi Kegnon, de répondre à un certain nombre d'interrogations pour que cette justice puisse marcher sur les 2 pieds. D'autres mandataires des 5 candidats à l'élection présidentielle, comme celui d'Ousmane Sonko, ont répondu à l'appel de l'Association des juristes africains. Cette audition entre dans le cadre du programme Sous nos élections en partenariat avec l'ONG 3D. En marge de cette audition, le ministre de la Justice a annoncé l'installation d'une commission qui prendra en charge les indemnisations des détenus en cas de non-lieu ou acquittement. Ismaël Madior Fall est également revenu sur les longues détentions. Nous l'écoutons toujours au micro de Fatoumata Diop et Madani Mariga. Aujourd'hui, il faut dire que ce qu'on appelle longue détention, c'est souvent en matière criminelle. Parce qu'en matière délictuelle, il n'y a pas de longue détention. Parce que la loi dit détention pendant 6 mois, on vous juge, on vous libère. C'est en matière criminelle. Et quand on dit en matière criminelle dans notre pays, c'est souvent le trafic de drogue. Ce n'est pas même des crimes de sang. Donc c'est là qu'il y a des cas de longue détention. Et les cas de longue détention se sont considérablement réduits maintenant dans notre pays. Le président de la République envisage même de faire modifier la législation pour davantage encadrer la détention en matière criminelle. En ce qui concerne l'indemnisation, la loi le prévoit. Aujourd'hui, lorsqu'il y a non-lieu ou relax, il peut y avoir une indemnisation. Il y a une commission d'indemnisation qui n'était pas installée. La commission, maintenant, elle est installée, elle commence à fonctionner. Donc la question de l'indemnisation est aujourd'hui prise en charge. Le ministre de la Justice Ismaël Madior Fall au micro de Fatoumata Diop. Et puis une justice à laquelle les citoyens auront justement confiance. Pouvoir comme opposition, tel est le souhait de la société civile. Des propos tenus en marge de la cérémonie de signature du mémorandum pour la mise en œuvre des réformes judiciaires. Ces acteurs se sont adressés aux mandataires des 5 candidats et aux acteurs judiciaires pour demander la prise en charge des préoccupations issues de leur rencontre. Souley Fatundao et Germaine Dior nous font le point. Pour éviter que la crise judiciaire qui avait affecté les régimes précédents, la société civile a pris le taureau par les cornes en soumettant des réformes aux 5 candidats. Nous voulons un conseil supérieur de la magistrature, en tout cas, qui ne sera plus présidé par le président de la République, mais également le ministre de la Justice comme vice-président. Mais également un conseil supérieur de la magistrature où, en tout cas, les membres de droit seront, en tout cas, le nombre sera quand même augmenté. Mais également, nous avons fait des propositions dans le sens de renforcer ce qu'on appelle le principe de l'inamovibilité. Des réformes que les 4 mandataires des candidats ont adoptées, à l'exception de Ismaël Madior Fall de Benno Bokk Yakaar. Le représentant, notamment le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, représentant du candidat Benno Bokk Yakaar, il a estimé signer avec réserve. Je pense que c'est son droit le plus absolu. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la majorité, en tout cas, ont signé le mémorandum. Entre autres réformes, le juge des libertés pour limiter le pouvoir du procureur. Nous estimons que seul le juge des libertés peut quand même décider de la liberté des citoyens. Parce que nous avons un procureur qui a des pouvoirs très larges, qui peut en tout cas décider, selon en tout cas ses humeurs changeantes, de décerner un mandat de dépôt. Et aujourd'hui, je pense que c'est une pratique qui est révolue. On peut faire de telle sorte qu'on ait en tout cas un procureur qui ne soit plus en tout cas sous le coupole de l'exécutif, notamment du ministre de la Justice. Une rencontre qui s'est tenue en présence des mandataires des 5 candidats et de la société civile. Ces derniers annoncent qu'ils feront le suivi des réformes les plus urgentes pour qu'elles soient mises en œuvre par le président élu au soir du 24 février. Et puis les difficultés dans le secteur de l'enseignement supérieur n'ont toujours pas été éradiquées. À la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants portent un œil vigilant sur les programmes des 5 candidats à cette présidentielle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la formation. Moussa Faba est le président de l'amicale de ces étudiants. Il s'exprime au micro de Sadioka et Eladj Diène. Nous avons jugé nécessaire de lancer un appel dans un esprit de patriote, dans un esprit également de jeunes Sénégalais engagés pour le développement de ce pays-là. De lancer un appel à l'ensemble des candidats à la présidentielle du 24 février 2019 pour qu'ils rencontrent l'amicale de la faculté de lettres et sciences humaines, de nous exposer leur programme concernant l'enseignement supérieur et quel est leur projet une fois qu'ils soient élus comme président de la République de ce pays-là. Et nous, en tant que jeunes, en tant que je dis étudiants,
nous avons intérêt à voir quel est le programme qu'il va nous proposer et est-ce que ce programme-là est réalisable. Est-ce que nous également nous sommes satisfaits de ce programme-là? Parlons à présent de la question de l'eau. L'État du Sénégal entend régler définitivement ce problème. Dans ce sens, ils viennent de mettre en place le projet d'installation de l'usine de dessalement d'eau de mer. De ce fait, l'État a pris toutes les dispositions pour un bon déroulement des travaux, nous dit Tidiane Diallo et Pauline Thiam dans ce reportage. Pour éviter que la crise judiciaire qui avait affecté les régimes précédents, la société civile a pris le taureau par les cornes en soumettant des réformes aux 5 candidats. Nous voulons un conseil supérieur de la magistrature, en tout cas, qui ne sera plus présidé par le président de la République, mais également le ministre de la Justice comme vice-président. Mais également un conseil supérieur de la magistrature où, en tout cas, les membres de droit seront, en tout cas, le nombre sera quand même augmenté. Dans un souci de régler le problème d'eau souvent constaté dans certaines zones de la capitale, l'État compte mettre sur place une usine de dessalement d'eau de mer. Le directeur du projet revient sur l'intérêt de cette usine, El Hadj Adandao. L'usine de dessalement nous permettra d'avoir une nouvelle source de production d'eau pour la région de Dakar avec un apport de 50 000 m3 par jour. Cela permet de diversifier les sources de production, mais surtout pour permettre de mieux fiabiliser la desserte en eau au niveau de la région de Dakar. Ainsi, les autorités étatiques magnifient le projet qui vient à son heure. Modou Ndiaye, adjoint au gouverneur de Dakar. C'est une appréciation positive. D'abord, remercier la SONES dans la démarche, qui est une démarche participative et inclusive. Le fait de provoquer la rencontre autour du gouverneur, je pense que ça ne fait que accélérer le processus de mise en œuvre de cet important projet qui est la construction d'une usine d'eau, une usine de dessalement de l'eau de mer. Donc nous avons provoqué la rencontre, c'est pour impliquer davantage les services techniques de l'État autour de la mise en œuvre de ce projet. Et je pense que c'est une belle initiative que nous saluons à sa juste valeur. Donc ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est l'absence des collectivités territoriales. La SONES compte travailler avec tous les services de l'État afin que les travaux puissent dérouler convenablement sans perturbation du réseau de distribution d'eau. Le début des travaux est prévu en 2020. 100 millions de francs CFA, c'est le montant qui a été positionné pour soutenir la recherche médicale au Sénégal. Ainsi, 4300 autorisations ont été mises sur le marché des médicaments pour renforcer la compétence de ces experts évaluateurs. Un atelier de formation sur l'évaluation des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain s'est ouvert ce matin à la direction de la pharmacie et du médicament. Adia Aïchaning et Mamadou Ndoye étaient sur place. Pour améliorer la recherche et la réglementation des médicaments au Sénégal, le projet Scène Éthique est mis sur pied. C'est un projet qui est financé par l'EDCTP. C'est un partenariat entre l'Europe et les pays en voie de développement par rapport aux essais cliniques. Les essais cliniques qui permettent vraiment de s'assurer de l'efficacité d'un médicament, l'effet anti-hypertenseur, anti-diabétique ou anti-ulcéreux. Avec ce projet, nous allons réduire ces délais. Ça permet vraiment de répondre aux préoccupations des laboratoires qui veulent commercialiser, mais de répondre également aux préoccupations de la population. Une évaluation capitale qui a poussé les experts à organiser un atelier de formation. Donc ces experts sont chargés d'évaluer les dossiers, valider les dossiers pour proposer au ministre de la Santé l'octroi ou le refus d'une autorisation de mise sur le marché. Ce sont ces experts-là qui vont dire que le médicament il est bon ou il ne l'est pas. Nous faisons régulièrement des formations. Ça, vraiment, c'est une formation continue pour renforcer les experts par rapport aux nouveautés. Mais également, il y a de nouveaux experts, de nouvelles personnes qui veulent commencer à évaluer des dossiers. Donc, ces personnes-là également, nous allons les capaciter pour leur permettre vraiment de mieux faire leur travail. Un renforcement des capacités des experts évaluateurs qui va durer 4 jours, un partenariat gagnant-gagnant pour aider la direction de la pharmacie et du médicament à alléger le fardeau des dossiers en souffrance.
Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite la deuxième et dernière partie de votre magazine L'Essentiel. Cette édition vous revient dans une demi-heure. Ce sera en Wolof. Excellente suite des programmes sur la Sen TV. Sen TV, bienvenue chez vous. Dimanche, les candidats, abstenez-vous. Vous aviez promis qu'une fois élu, vous allez régler les problèmes de l'école. Dès à présent, je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises. Sénégal. Merci beaucoup. Affaire de bida lu war gas suul ñun ñëpp benn lañu. Ñu ngi toujours Ngor mais bi yoon ci centre de vote Alieu Samb. Demandez à Macky Sall de visu de quel droit il fait circuler. ñu nekk fii ci li Touba. li nga xamante ne moo di 18 safar. Sen TV, bienvenue chez vous. Madame, Mademoiselles et Messieurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous. Bienvenue chez vous. Vous êtes bien sur la Sen TV, votre première chaîne urbaine du Sénégal. Et bienvenue dans votre émission Rendez-vous des excellences. L'art de la guerre, bien qu'encore présente sur la planète, laisse de plus en plus place à l'art de la paix. Plus communément appelé la diplomatie, semble être la nouvelle discipline qui prévaut entre les hommes. Notre invité aujourd'hui est la République islamique d'Iran. C'est bon les gars, on démarre dans 2 minutes. Oui Major. Je suis là. 2 minutes. On connaît farceur. 2 Major, du sérieux s'il te plaît. Go. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax yéen a ngi seen émission Bissap Comedy Show. reetaan lu nit kan la mën a may alal. Bissap lañ koy woowee. dama lay seetaan sa émission bi daa may ree laajte rek yu ñuy laaj est-ce que jigéen bu gisul baayam ndax yaayam mën na koo yar. ma gaañ dama ko tay góor jigéen bi nga doon borom ñaar tur yi. dafa mel ne lu la fi indi danga ko fàtte ñëw ñu fi pour nobante de wala pour bëggante alal ji lañ soxla. sa jarbaat bii dafa màgg sax. man ak sa yaay ñun ñaar rek la te depuis ma wax ak yow ci waxu kewee déggatuma la fenn gisuma la. Et si j'en ai pas envie? C'est-à-dire que aw ma envie nii la. ñun amuñu envie maquiller la. Diopène laa bëgg jëbetam bi yéeg mu dee ñu def ménage à 3. Ressaisis-toi. Est-ce que xam nga ni Madior ak Dior ñoo war a ànd. Bientôt sur Sen TV. Sen TV, bienvenue chez vous. Dernière semaine de campagne, les candidats abattent leur dernière carte. Alors, avec nos invités ce soir, nous revenons sur les derniers développements de cette campagne électorale. Je vous rappelle que nous sommes avec le docteur Malick Diop, directeur de l'ACPEX, membre de l'AFP, membre également de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais également avec M. Mbacké Gueye, qui est de Pencum Pur, cadre d'initiative et de réflexion de ce parti politique, mais aussi coordinateur du département de Guédiawaye. Monsieur Gueye, le président Macky Sall ne veut pas d'un deuxième tour.
Aujourd'hui, vous avez un bastion électoral à la limite sédentarisé, puisque on dit que le PUR est adossé donc à un parti d'obédience islamique. Si on vous prend, si on vous compte pratiquement avec 1 million de personnes, sans compter bien sûr la coalition IDI 2019, pour vous, le deuxième tour, il est inévitable dimanche prochain. Mais ça c'est clair, hein? Je pense que là, le deuxième tour il est inévitable. Je pense que quand vous voyez un peu déjà ce que les 5 candidats sont en train de dérouler comme campagne, et également aussi l'adhésion massive et populaire déjà des populations derrière ces candidats-là, si vraiment des gens peuvent se permettre de dire qu'ils vont passer au premier tour, vraiment les Sénégalais vraiment ont envie de rire sous cap. Parce que quelque part aussi, voilà, les gens sont en train de faire un excellent travail. Et ce que je voudrais aussi relever sur vos propos, ben, c'est juste pour dire que aussi le PUR est un parti comme tous les autres. Laïque. Oui. C'est un parti comme tous les autres qui compte des musulmans, des chrétiens, des gens qui sont de tariqa différents. Je pense que là, notre... Donc vous refusez cette connotation de parti d'obédience religieuse? Et puis ça ne peut même pas exister au Sénégal. Déjà même, c'est un peu déjà remettre en question la constitution du Sénégal. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir dans ce pays, n'est-ce pas, un parti d'obédience religieuse. Du côté de Benno Bokk Yakaar, ils se disent que, bon, théoriquement c'est ça, mais dans les faits quand même, on sait qui vous êtes et que vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous avez déjà fait au législatif. Non. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de vous, en fait. Non, je pense qu'ils n'ont pas compris, ou bien ils ne nous suivent pas suffisamment, s'ils pensent qu'aujourd'hui le PUR déjà a un électorat fixe. Il faut rappeler tout simplement que le PUR a repris ses activités en 2017 pour participer en l'espace de 2 mois à des élections législatives sans coalition. Là où les autres étaient partis sur des coalitions qui faisaient souvent près de 100 partis, voire même plus. Et le PUR est sorti de ces élections législatives avec 3 députés. 155 000 voix pour une première participation. Là où nous avons vu vraiment de conglomérats, de coalitions, de partis, si vous voulez, qui avaient quand même des difficultés pour s'en sortir. Je pense que ça, et depuis les élections législatives, si vous nous suivez bien, nous sommes en train de nous organiser un peu partout dans le pays pour mettre des cellules. Parce que là aussi, c'est une organisation vraiment à la base. Parce que, bon, vous savez, nous sommes dans un pays où les gens aiment faire du bruit. Mais quand même, nous préférons être plus efficaces, plus méthodiques. C'est de là qu'on a, juste après les élections, on n'a pas eu de répit. Depuis les élections législatives, on travaille. Parce que juste après les élections, il fallait travailler sur la massification du parti. D'accord. Nous avons mis des cellules un peu partout. Ça, vous pouvez vérifier. Nous avons mis des sections. Nous sommes ça, c'était le pur. Est-ce que le pur n'est pas devenu impur entre temps? Ça, c'était le pur. Est-ce qu'il n'est pas devenu impur? Non, parce que quelque part, le pur ne peut pas être. Parce que quelque part aussi, nous avons quand même un leader connu quand même pour ses valeurs, connu aussi pour son amour, n'est-ce pas, du travail bien fait. Parce que quand même, ses compétences, les Sénégalais peuvent vraiment vérifier cela. D'accord. Et ça, quand même, je pense. Et puis c'est quelqu'un qui est assez rigoureux sur ça. Il ne badine pas avec les principes dans l'organisation. Et c'est la raison pour laquelle il a toujours dit que là, on est là pour le travail. Et vraiment, ce sont c'est le mérite qui sera récompensé. Donc, c'est juste pour préciser ici que vraiment le PUR a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, le PUR s'est beaucoup renforcé, le PUR a été bien massifié. Et je pense que quand nous, au soir du 24 février, les Sénégalais comprendront que ce que des gens sont en train de faire pour nous cataloguer, vraiment n'est pas la réalité. Là où je vais terminer, très rapidement, très rapidement, parce que là aussi je voudrais quand même insister là-dessus, parce que je pense que j'ai suivi un des ministres de Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence Abdou Ndéné Sall, qui a fait une sortie maladroite, disant que les militants du PUR vont rallier le Benno Bokk Yakaar parce qu'ils vont recevoir un ndigal.
Il l'a dit. Et puis il dit quand même, je vais vous annoncer, il y a des choses qui vont venir. Je pense que quand même, si on est ministre. Parce qu'il est de Tivaouane. Voilà, et puis voilà, donc ça c'est quand même un mélange de genres. D'accord. Parce que quelque part aussi, en tant que, parce que c'est une révélation aussi assez grave et aussi assez légère. Quand même venant aussi d'un ministre de la République qui ne peut pas se permettre, même si on est en campagne électorale, vraiment d'avancer quand même des propos vraiment qui sont aussi légers et également des propos qui n'ont aucun fondement. Je pense que ça aussi c'est une précision que je voulais faire. D'accord, la précision est de taille. Alors docteur, dernière ligne droite, pratiquement tous les leaders politiques sont aujourd'hui dans cette guerre des chiffres du côté de la mouvance présidentielle. On parle de 56, 70, ici on parle aussi de 56. Aujourd'hui on a entendu Malick Gakou, mais est-ce que ça risque pas de créer quelques petits problèmes? Pour vous, la victoire est imminente au premier tour. Vous savez, la victoire au premier tour, c'est un travail. C'est un travail qui se fait de longue haleine sur plusieurs années. C'est des réalisations. C'est rentrer dans le cœur des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont à Ganguel Soulé, à Matam, qui sont à Saraya, à la zone de Kédougou, qui sont à Kaolack, qui sont à Ziguinchor, qui sont à Dakar, qui sont partout au Sénégal et dans des secteurs d'activité divers. Des Sénégalais qui voient réellement les éléments sociaux, l'agriculture qui aujourd'hui est en essor, la pêche, tout ce qui est industrialisation, infrastructure, c'est ça aujourd'hui. Ce que le président Macky Sall est en train de faire. Deuxièmement, nous avons 557 collectivités territoriales au Sénégal. La réalité des faits, c'est que les 515 maires au Sénégal sont avec Benno Bokk Yakaar. Je dis bien les 515 maires aujourd'hui au Sénégal sont avec Benno Bokk Yakaar. Les maires sont très proches des populations, travaillent avec les populations, ont été élus par les populations. L'autre élément également, c'est une coalition qui est vieille de plus de 7 ans, avec une coalition, deux coalitions. Les partis politiques qui ont eu à structurer la coalition, ces partis politiques et d'autres sont en train de travailler main dans la main et faire une campagne très très professionnelle pour gagner, bien entendu, au premier tour, parce que c'est ça qui est important. Je pense que les choses, il faut les faire de manière professionnelle. Mais est-ce que ça suffit pour crier victoire dès le premier tour de oui, ça suffit largement. Moi, je suis dans le milieu politique au niveau de l'Alliance des forces de progrès depuis 1999, à sa création. Moi, je suis rentré en politique depuis lors. Je n'ai fait qu'un seul parti, mais j'ai fait plusieurs élections. Locales, présidentielles, etc. Je me rappelle, en 2007, nous étions dans l'opposition. Nous avions vu ce qui s'est passé. Si je fais la comparaison aujourd'hui, les foules que drainait l'ancien président et aujourd'hui le président Macky Sall n'ont rien à voir. C'est quasiment le double chez le président Macky Sall. L'engouement qu'on trouvait autant, et ça n'a rien à voir avec aujourd'hui l'engouement qu'on trouve chez les Sénégalaises et les Sénégalais. Faites un sondage d'opinion dans les régions éloignées, dans les villes, dans les villages. Discutez avec les Sénégalaises et les Sénégalais. Ils veulent la stabilité dans ce pays-là. Et la stabilité aujourd'hui sur le plan économique, c'est que le Sénégal, qui est déjà dans une pente ascendante, puisse continuer à faire ce travail-là. Et pour cela, il faut un second mandat au président Macky Sall qui a fait un travail de fond et qui aujourd'hui a financé déjà. Ça aussi c'est important parce que la deuxième phase, plan d'action prioritaire 2, est déjà financée. C'est-à-dire que non seulement le 25, s'il est élu au premier tour, le 25, il sait là où il va aller, mais également, ce qui est très très important, c'est que son projet est déjà financé. Et je pense que ça également, c'est un élément important. Et je termine en disant que, je ne sais pas, j'ai fait combien de débats pendant la campagne, mais chaque fois, moi, je pose toujours la même question à mes vis-à-vis de l'opposition, de manière vraiment très sereine. Je leur demande, quel est votre programme alternatif? Vous dites aujourd'hui qu'il faut changer. Moi, ce que j'avais appris en administration publique, c'est deux choses.
La première chose, c'est que quand on met en place un programme, il faut d'abord identifier le problème public. Deuxièmement, après l'identification du problème public, il faut élaborer le projet. Il faut le mettre à l'agenda et maintenant il faut le dérouler. Pendant combien de temps est-ce que vous allez le faire? Parce que nous avons fait tout cela, nous sommes en train de dérouler et nous sommes dans une phase croissante. Donc vous allez le faire pendant combien de temps? Le deuxième élément... Docteur, vous êtes docteur, puisque vous posez la question à vos vis-à-vis. Quand vous prenez le Sénégal en tant que médecin aujourd'hui, il n'est en rien malade, il se porte bien. Vous vous posez le diagnostic, il n'y a pas de solution à apporter, tout va très bien, le malade n'a ni hypertension ni diabète, il se porte à merveille. Et il faut le laisser avec son médecin traitant qui continue. Et que le journaliste n'a pas le droit de vous savez, le Sénégal n'est pas un malade à mettre sur le divan, n'est pas un patient à mettre sur le divan. Je ne suis pas parmi ceux qui pensent que déjà dès la naissance, je dis bien, un organisme commence à avoir un certain nombre de déperditions. Il peut y avoir des... C'est pas votre déperdition alors? Au niveau de Benno Bokk Yakaar. Après 7 ans... Des progrès à accomplir dans beaucoup de choses. Je donne juste des exemples qui sont très précis et qui sont dans notre programme de gouvernement. Et je vais terminer par le Burning Platform dans le cadre de l'administration publique que l'on retrouve et qui justifie un changement. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, voyez-vous, chaque jour, on perd l'équivalent de 4 terrains de football en désertification. C'est énorme. Si le Sénégal est laissé en l'état, peut-être dans 75 ans, 100 ans, on va être un peu comme la Mauritanie, un pays désertique. L'un des projets phares du second mandat du président Macky Sall, c'est le Sénégal vert, avec vraiment tous les investissements qu'il faut pour que le Sénégal soit un pays où ce problème sera réglé. Le problème des déchets, zéro déchet, zéro du bidonville, c'est des projets, bon, je ne peux pas rentrer tout de suite en profondeur dans ça, mais je pense que c'est des projets aujourd'hui qui sont des projets d'avenir qui vont être mis en œuvre dans le cadre du plan d'action prioritaire numéro 2. Ça, c'est une réalité des faits. Ça, c'est un objectif premier pour le Sénégal. Donc, je vous rassure, nous n'avons pas un pays à 100% sans pathologie. Il y a toujours des pathologies, sinon cela ne justifie plus l'existence de ceux qui doivent traiter les pathologies. Et je termine par le Burning Platform dont je parlais tout à l'heure. Ce que j'ai appris en administration publique, c'est que quand il faut changer, il faut le justifier. Il faut une urgence qui entraîne un changement. Et le Burning Platform dit que le premier élément d'un changement, c'est quand on est dans une plateforme pétrolière et la plateforme est en train d'exploser. Donc les gens sautent par la fenêtre parce que tout simplement il faut changer les choses. Mais je ne vois pas aujourd'hui quelle est l'urgence du changement. C'est des questions, hein, moi je me pose des questions. Quelle est l'urgence qui justifie le changement? Deuxièmement, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'ils ont déjà répondu à la question. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ils ont déjà répondu à la question, docteur. Oui, mais ma question n'a pas de réponse. Je dis, quel est aujourd'hui le programme alternatif? On me dit, sur le plan économique, voici ce qu'on va mettre. Sur le plan agricole, voici la nouveauté. Sur le plan de la santé, voici ce qu'on va mettre en place. Sur le plan de l'éducation, voici ce qu'on va mettre en place. Cela pourrait justifier quoi que ce soit. Mais j'entends jamais aujourd'hui de programme venant de l'opposition. Mais et ça me pose problème. Nous n'avons plus le temps pour permettre à M. Gueye de répondre à cette question peut-être la prochaine fois, parce que c'est vraiment fini pour ce soir. Oh, c'est vrai qu'on aurait vraiment besoin aussi d'avoir un peu de temps parce que nous avons travaillé sur un programme avec vraiment des alternatives claires, vraiment sur des axes. Et déjà, tout à l'heure même, le débat que vous avez soulevé sur l'économie, et vous avez même qualifié l'économie sénégalaise d'inclusive, mais nous sommes désolés parce que vous ne pouvez pas avoir un secteur privé aussi malade et parler vraiment d'économie inclusive où c'est vraiment les IDE vraiment qui prennent la place. C'est des capitaux étrangers quelque part qui sont injectés dans l'économie et généralement ces capitaux-là, je suis désolé, ne nous aident pas à nous développer, mais c'est juste pour piller nos ressources. Alors merci à vous, M. Gueye, merci également. Mais pour conclure, il a beaucoup parlé. Pour conclure, je lui ai ça, il faut le reconnaître. Mais le programme Pur Sang, il est disponible, hein, le programme Pur Sang avec vraiment... Oui. Je lui ai jeté la perche, je lui ai reposé la question. Oui.
encore, il critique encore le non, parce que quelque part... Il n'y a pas d'alternative, il y a toujours des critiques. Après 7 ans, on peine toujours à voir vraiment ce qu'il nous propose de concret. Pour revenir encore un peu sur tout ça. En tout cas, merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons eu un débat de haute facture et puis voilà, restez connectés sur Saint-TV, sur l'essentiel. Docteur, merci. Monsieur Gueye également, merci. Maintenant, on revient demain. On les écoute pendant 1h30. On se demande pourquoi est-ce qu'ils ne se donnent pas la main pour travailler au profit du Sénégal. C'est ça le malheur, quoi. Le gâchis, c'est à ce niveau-là. L'objectif reste le même. C'est une bonne solution. Bon, de toute façon, nous, on va les éviter. D'accord.